Bonsoir. Bonsoir Aguila, merci pour ces mots introductifs qui m'ont, je trouve, très bien représentés. On voit qu'on se connaît vraiment depuis très longtemps. Je vais tâcher, dans le temps qui m'est imparti, d'environ 3/4 d'heure, de faire un panorama de ce que je nomme la tolérance sociale, à l'exemple de ce projet à Berlin-Neukölln que je gère depuis maintenant plus de 10 ans, parce que je pense que la tolérance sociale est aujourd'hui un thème qui est dans toutes les bouches, dans tous les sujets. C'est un sujet très passionnel, et après tous les événements qu'on a pu vivre au mois de janvier en France, mais aussi avec la question brûlante de l'arrivée de ces nombreux réfugiés dans toute l'Europe depuis de nombreux mois maintenant, c'est un thème qui va certainement gagner en importance au cours des années qui viennent. Je définirais peut-être la tolérance sociale, c'est quoi pour moi? Ça sert à quoi? Ça essaye de faire coexister dans un même espace le plus harmonieusement possible des groupes de population qui, historiquement, socialement, culturellement, religieusement, ethniquement, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, et que des événements extrêmement divers mettent en contact à grande échelle et obligent à partager le même espace de vie. Je dis bien oblige, parce que très souvent c'est quelque chose qui est subi et qui n'est pas forcément vécu de façon volontaire. Donc en résulte au quotidien des frictions très éprouvantes, beaucoup de bras de fer dans le rapport à l'autre, de ségrégation sociale, de ségrégation spatiale. La tolérance sociale, et ça il ne faut pas se leurrer par rapport aux multiculturalistes de salon qui la pratiquent beaucoup sans savoir véritablement de quoi il s'agit dans la réalité, c'est un exercice très, très fatigant, un bras de fer entre des groupes aux intérêts, aux attentes souvent multiples et antagonistes. Et je pense que les acteurs de l'aménagement, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui, je pense que les acteurs de l'aménagement, de la ville, de l'espace en général, peuvent apporter une pierre de touche fondamentale à la tolérance sociale par leur travail. Car elle n'est pas l'apanage d'un secteur et pas l'apanage d'un acteur, mais au contraire, elle a une dimension transversale dans un monde qui a excessivement tendance à penser de manière sectorielle. Donc je présenterai d'abord, j'essaierai de faire pour un public donc parisien de France, un premier panorama sur la situation allemande pour donner un petit peu une toile de fond à mon propos sur l'association que je dirige ensuite. Parce que sur l'Allemagne, quand je parle de l'Allemagne en France, et ça m'arrive assez souvent, et beaucoup de personnes qui vivent en Allemagne vivent un petit peu la même chose en France, les Français oscillent très souvent entre une admiration béate et une germanophobie atavique. Mais ils connaissent très peu les réalités et les mécanismes de ce qu'est vraiment l'Allemagne. Et j'ai essayé, par quelques réflexions, il y en a 5-6, de trouver les éléments qui permettraient d'expliquer pourquoi la tolérance sociale semble actuellement en Allemagne plus facile qu'en France, et les enseignements qu'on pourrait en tirer pour le cas français. Premièrement, une proximité en Allemagne beaucoup plus importante du politique et de la population. Là, je montre juste une image pour illustrer. Je fais marcher ce truc-là. La femme qui est au milieu, c'est la femme du président de la République, qui est venue nous rendre visite à un repas d'habitants, comme ça, un jour, un mercredi. On a reçu un coup de fil à 10h30 du matin, bonjour, c'est le château de Bellevue, Madame Schad qui visite un autre projet à Neukölln, aimerait bien participer à votre repas d'habitants, est-ce qu'elle peut venir? Ça, sur le thème de la proximité du politique et de l'habitant. Deuxièmement, et ça c'est très très important, et ça je le prêche en France beaucoup parce que les Français n'en ont pas vraiment conscience, l'Allemagne a une culture du compromis qui transcende toutes les différences politiques. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans l'opposition, comme en France, l'opposition gauche-droite, l'opposition syndicat-entreprise, etc. On essaye toujours de trouver un compromis entre les différents niveaux de l'État, de l'entreprise et de la société civile. Et ce qui fait que cette capacité au compromis, je pense, à quelque chose qui encourage la tolérance sociale parce qu'elle force à trouver des solutions, et des solutions praticables. En Allemagne aussi, les instances de représentation des groupes importants de population comme les syndicats très forts ou les églises jouent aussi un rôle de modération important. Les syndicats forts par rapport aux syndicats français qui sont relativement faibles font qu'en Allemagne, les négociations salariales, les négociations interprofessionnelles, mais aussi l'évitement de la grève qui n'est vraiment conçu comme le dernier ressort est beaucoup plus pris au sérieux et beaucoup moins fréquent. Ils viennent de faire une grosse grève dans les transports ferroviaires, et justement on a beaucoup reproché aux syndicats le crime de lèse-consensus. C'était la chose la plus importante, que le syndicat n'arrivait pas à faire le consensus avec les autres.
quelque chose d'aussi très important dont on n'a peut-être pas conscience en France par rapport à l'Allemagne, et là on est vraiment au cœur de notre sujet, c'est que l'histoire de la migration est beaucoup moins conflictuelle en Allemagne qu'en France. L'Allemagne n'a pas l'histoire coloniale qu'a la France. La structure des populations migrantes qui habitent l'Allemagne ou qui habitent la France est très différente. Je prends juste quelques chiffres pour se rendre un petit peu compte. Sur la population d'origine étrangère qui existe en France, 14% vient d'Algérie, 11% du Maroc et environ 10% de l'Afrique subsaharienne. En France, c'est 14%, en Allemagne, pardon, c'est 14% de la Turquie, 8% de l'ex-URSS et 7% de la Pologne. Donc il y a aussi des populations migrantes première, deuxième, troisième génération qui sont très différentes, qui ont des niveaux de qualification aussi très différents. Et surtout l'Allemagne n'a pas été confrontée au traumatisme des guerres de décolonisation. Moi quand je parle de ces questions en France, ça suscite très souvent des débats énormes. On a l'impression que la guerre d'Algérie s'est terminée hier. Et là je pense qu'il y a un vrai travail sur la mémoire, un vrai travail, une vraie psychothérapie de population, enfin de pays qui est à faire et que l'Allemagne a faite sur le nazisme, parce que la semaine dernière par exemple c'était le 8 mai. Le 8 mai, c'est pas la défaite. En Allemagne, c'est pas fêté comme la défaite. Enfin, c'est pas la défaite de l'Allemagne. C'est fêté comme la libération du nazisme. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis les années 80. Il y a eu beaucoup de travail aussi là-dessus. Donc, une migration différente, une migration quasiment et toujours économique, où on est passé de l'ignorance de la migration à une tolérance sociale active. Je dis ignorance parce que jusqu'environ 1990-95, l'Allemagne ne se considérait absolument pas comme un pays d'immigration. C'est-à-dire, on considérait que les migrants allaient repartir, c'est tous les livres de Günter Wallraff, Tête de Turc, et c'est pour ça qu'on disait aussi les Gastarbeiter, les travailleurs hôtes. On pensait que donc tout le monde allait repartir avec la même chose qu'en France, dans les années 70, le regroupement familial, les femmes qui arrivent, les familles qui s'installent, et ce n'est que dans les années 90, 95, 2000, à l'époque où le gouvernement est vert et social-démocrate, qu'une commission dirigée par Rita Süssmuth, qui elle est chrétienne-démocrate, c'est-à-dire là aussi le consensus politique dessus, on a commencé à redéfinir ce qu'était la migration en Allemagne et accepter de dire oui, l'Allemagne est un pays d'immigration. Ça c'est quelque chose de très nouveau, mais depuis, je vous rassure, on a mis des bouchées doubles. On a mis notamment des bouchées doubles sur tout le statut des réfugiés qui est en train de changer très rapidement et surtout qui est en train de permettre aux réfugiés de pouvoir rester plus longtemps en Allemagne et surtout de pouvoir travailler et de pouvoir faire des études. Et ça c'est quelque chose qui est actuellement totalement en transformation, justement pour les intégrer beaucoup plus dans la société allemande. Autre élément, le système scolaire allemand sur lequel on dit souvent beaucoup de choses fausses, surtout ce dont j'en entends. Ce que j'en entends en France n'est pas toujours la vérité. On a beaucoup loué l'école à mi-temps allemande qui permettait de faire des activités, etc. Mais cette école à mi-temps qui d'ailleurs date de l'époque du nazisme, parce que c'était un moyen que les nationaux-socialistes avaient trouvé pour que les femmes n'aillent pas travailler, pour diminuer en fait le chômage, est une école qui ne fonctionne qu'à partir du moment où les parents ont suffisamment d'éducation, d'instruction, d'argent et de temps pour s'occuper de toutes ces activités connexes et annexes qui ne sont pas dans le cadre de l'école. L'école allemande est en train de beaucoup changer, de se rapprocher beaucoup plus d'un modèle français de l'école toute la journée, mais c'est un système qui est beaucoup plus souple que l'école française, c'est-à-dire qu'il permet des passages beaucoup plus importants à des niveaux d'âge très différents entre différentes filières et différents types d'écoles. Je ne fais pas le détail, mais le système est beaucoup plus souple qu'en France. Et surtout, grande différence, l'apprentissage n'est pas vécu comme une relégation, mais comme un privilège et une chance. Et ça, il faut l'avoir compris une bonne fois, sachant qu'en France, il y a environ 420 000 contrats d'apprentissage par an, et en Allemagne, il y en a plus d'1,4 million. Il y a presque une différence de 1 million de jeunes entre la France et l'Allemagne qui font un apprentissage. Et vraiment, je le répète, l'apprentissage n'est pas du tout vécu comme une relégation, il y a un consensus social, il y a vraiment une union sacrée entre l'école, les parents, les entreprises, l'État, pour pousser le plus de jeunes possible à faire un apprentissage. Et c'est un accès à l'emploi, quitte ensuite à passer le bac et à faire des études, l'un n'empêchant pas l'autre. Les passerelles sont toujours possibles. Là, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre. Et surtout, en fait, là je vais dire un petit peu la palissade, mais il faut quand même en être conscient. La tolérance sociale, ça marche quand même beaucoup mieux quand l'économie va bien. Et l'économie allemande se porte plutôt bien, avec un taux de chômage actuel qui est le plus bas depuis 24 ans,
avec un taux de chômage de 5,1%, avec un taux de chômage des jeunes de 7% par rapport à la France qui est à 23%. Et surtout, l'Allemagne est un grand pays d'exportation, moins 53 milliards de la balance des exportations en France, plus 217 milliards pour l'Allemagne. Si je voulais être un peu polémique, je dirais que les exportations financent quand même une grande partie de la tolérance sociale et de la paix sociale allemande, parce que l'argent, il vient aussi de là. Mais surtout, l'Allemagne a appris de l'histoire. L'Allemagne, il y a deux choses que l'Allemagne ne veut plus. Ça vient de l'époque de la République de Weimar, ça vient du début du nazisme, ça vient de 1923 et de l'inflation. L'Allemagne ne veut pas deux choses. L'Allemagne ne veut pas l'inflation et l'Allemagne ne veut pas le chômage à grande dimension, à cause des 6 millions de chômeurs de 1932. Ça, c'est très très important. Et résumé en une phrase, il y a beaucoup de débats en France sur est-ce que c'est bien la libéralisation du monde du travail en Allemagne, les mini-jobs, etc. On pourrait en parler des heures, ça pourrait faire un colloque en soi. Mais résumé en une phrase, l'Allemagne a choisi de dire mieux vaut du travail précaire ou aidé que pas de travail du tout, car cela fait du bien au corps social. Et celui qui travaille continue à dire nous et continue à faire partie de l'ensemble de la société. Et on tolère, et le corollaire de tout cela, et ça je pense que c'est vrai pour la France aussi, on tolère l'autre beaucoup mieux quand il travaille. Malgré un afflux de réfugiés important, les tensions provoquées par l'islam et l'islamisme demeurent moins fortes en Allemagne qu'en France. Et là aussi, ça vaut le coup de se poser la question. Évidemment qu'il y a des mouvements comme le mouvement de Pegida, dont tout le monde a entendu parler en France, qui dit « le bateau est plein, on ne peut plus accueillir de migrants », mais ça oscille entre ça et abolition des frontières pour tous, avec la marche des réfugiés sur Berlin qui a eu lieu il y a environ 1 an et demi. Je pense que la différence vient au fait que l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a été un pays qui a accueilli énormément de migrants qui venaient d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. La construction de l'Allemagne fédérale s'est faite sur c'est une dizaine de millions de personnes déplacées qui sont restées en Allemagne. Et l'Allemagne sait aussi qu'elle a démographiquement besoin de migration. C'est un pays qui vieillit très rapidement et qui a besoin de gens jeunes. Et elle se sent aussi une très grande responsabilité morale, c'est inscrit dans la Constitution, c'est dans la loi fondamentale. C'est la raison pour laquelle les Allemands accueillent énormément de réfugiés aujourd'hui, proportionnellement par rapport aux autres pays européens. Pour mémoire, ça représente, pour l'année 2015, ça va représenter plus de 500 à 600 000 personnes, ce qui est assez énorme. Et je pense que ce qui est surtout important, c'est de comprendre qu'il y a certes plus de musulmans en Allemagne qu'en France, ce qui étonne aussi toujours beaucoup les gens, beaucoup plus. Et les Français vivent un petit peu sur la mythe de l'Allemagne, on croit toujours que c'est Heidelberg, que c'est les petites maisons à colombage, mais l'Allemagne c'est complètement autre chose. Et pour ceux qui ont fait de l'allemand, l'Allemagne de Rolf et Gisela n'existe plus, elle est totalement différente. Aujourd'hui, le correspondant, la correspondante de votre fille peut s'appeler Murat, Aïcha, il ne s'appelle plus forcément Karsten. L'Allemagne a vraiment complètement changé là-dessus. Elle a aussi, comme en France, un malaise sur les valeurs et les modes de vie différents qui sont les modes de vie différents de populations musulmanes, qui sont parfois vécus comme incompatibles avec la façon de vivre en Allemagne et la société allemande. Beaucoup plus là-dessus, d'ailleurs, des conflits là-dessus que sur la religion elle-même. C'est beaucoup plus sur les modes de vie et sur les valeurs que l'achoppement se fait, mais grande différence par rapport à la France. L'Allemagne n'est pas la fille aînée de l'Église et a dû trouver depuis Luther de nombreux compromis religieux de toutes sortes, le rapport à l'islam n'étant qu'un de plus finalement. Deuxième point, très important là aussi, c'est pour ça que j'insiste. En Allemagne, la Shoah est omniprésente et le fait d'avoir un génocide motivé religieusement dans son histoire change fondamentalement le rapport collectif de la société entière à un nouvel acteur religieux comme peut être l'islam. C'est un devoir de mémoire au quotidien qui existe, avec ces petits pavés de la mémoire qu'on trouve partout, et ça change complètement le rapport à un nouvel acteur religieux qui entre dans le jeu. L'Allemagne, pays du consensus, a aussi de grosses hésitations, des retournements juridiques, il n'y a pas de loi de 1905, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. On bricole beaucoup de compromis locaux dans la tradition des compromis allemands. Ce qui peut être valable dans le Baden-Württemberg va forcément pas être valable à Berlin. Les discussions sur le foulard ne sont pas menées de façon homogène entre les différents Länder. Par contre,
l'attitude politique est claire, aussi bien de l'ancien président de la République Christian Wolff que d'Angela Merkel, c'est l'islam fait partie aujourd'hui de l'Allemagne. Ça fait certes énormément polémique, mais le statement du politique est très clair. Et enfin, dernier point sur cette petite introduction avant de parler du projet, mais je trouvais que c'était important de vous donner un petit peu ces clés de lecture. L'espace et les outils de son aménagement qui peuvent contribuer à rendre plus facile la tolérance sociale. Je parle de ce point en dernier parce que nous sommes dans un public de gens habitués aux questions de l'espace, d'urbanistes et d'aménageurs. Et j'ai donc essayé de trouver quelques petits éléments qui pourraient expliquer pourquoi cette tolérance sociale fonctionne peut-être mieux en Allemagne qu'en France. D'abord, il y a certaines caractéristiques du droit de l'urbanisme allemand et du droit tout court. Il existe dans le droit de l'urbanisme un paragraphe qui s'appelle le paragraphe 170 de protection de la mixité sociale, avec des périmètres qui peuvent concerner vraiment beaucoup de gens, qui permettent de freiner la vente à la découpe, qui permettent de soumettre les travaux à l'autorisation, qui permettent de modérer énormément l'augmentation des loyers. En Allemagne, existe aussi un principe qui est fondamental, c'est-à-dire que quand vous êtes locataire, la vente de votre appartement n'interrompt pas le loyer, on ne peut pas donner congé pour vendre. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une rotation beaucoup moins importante des populations en place, qui sont beaucoup plus protégées. Moi, je le compare toujours un peu à gros traits. La situation allemande des locataires est comparable un petit peu à la loi de 48 en France. C'est en gros. En gros, c'est un peu ça. Avec une carte des loyers qui permet d'avoir une espèce une base qui permet de calculer les loyers, de permet de voir s'il n'y a pas d'augmentation de loyer très importante. Donc il y a une tendance énorme à rendre les choses beaucoup plus statiques et à protéger les gens en place et à protéger les plus faibles, notamment dans le parc locatif, dans le parc social, on en reparlera. Autre chose qui me paraissait aussi importante, la décentralisation allemande. Là, je montre deux cartes. La France en 1789 avec ses provinces. On reconnaît déjà la France complètement avec les différentes provinces. Le territoire qui est aujourd'hui l'Allemagne à la même époque. Et là, toutes les couleurs, ce n'est pas un pays avec différentes provinces, c'était des principautés totalement différentes les unes des autres, avec des rois, des princes, des margraves, tous différents les uns des autres, qui avaient tous une petite université, une cour avec une activité culturelle, avec une activité, au début une activité industrielle qui s'est implantée un petit peu partout, et ce qui explique que l'activité industrielle, le mode de fonctionnement de l'économie allemande est beaucoup plus décentralisé, ça a énormément à voir avec l'histoire. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point qui est beaucoup moins connu en France, qui est le rôle des démolitions et des destructions dues à la guerre. Là, je montre une carte qui montre les petits camemberts, c'est les destructions des logements dans les villes allemandes en 1945. Plus le camembert est bleu, plus il y a de destruction. Vous voyez que dans les villes de la Ruhr, on arrive à 75, 80, 85, 90%. Ah, c'est pas l'image. Moi, je la vois, c'est pour ça. Je vous raconte l'image, si vous voulez. Voilà l'image. Donc les petits camemberts bleus, plus vous voyez, plus c'est bleu et plus il y a une destruction. Et là, il y a quelque chose de très important, parce que c'est une différence cardinale entre la France et l'Allemagne. Quand on a commencé à construire les grands ensembles en France, on les a construits presque tout le temps en périphérie des villes, parce que, à part les villes bombardées qui étaient sur la côte, et il y en a eu certaines en France, mais ça n'a pas eu la dimension des bombardements en Allemagne, il n'y avait pas de place dans le centre des villes. En Allemagne, on a reconstruit, et on a construit une grande partie du parc de logement social dans le cœur des villes. C'est-à-dire qu'on ne cumule pas toujours en Allemagne. Évidemment qu'il y a des grands ensembles aussi, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y en a aussi. Mais il y a aussi des grands ensembles périphériques à certains endroits, mais ce n'est pas la règle générale. C'est-à-dire qu'on ne cumule pas toujours une ségrégation sociale et une ségrégation spatiale. Et ça, c'est fondamental pour les questions qui nous occupent. Ensuite, les réseaux de villes sont beaucoup plus importants. Si vous voyez en France, après les 5 plus grandes villes de France, les 10 villes suivantes, elles n'ont qu'entre 150 et 200 000 habitants. En Allemagne, les 10 villes suivantes, elles ont toutes plus de 500 000 habitants. Donc vous avez la Hanse, le Rhin, le Danube, qui sont les réseaux de villes qui structurent tout un pays. Et ça, c'est important, parce qu'il y a un équilibre qui est beaucoup plus important. Quand on parle d'Allemagne, je pense qu'il est mieux de ne pas dire l'Allemagne, mais de dire les Allemagnes.
car là j'ai pris une très vieille carte qui est avant la réunification pour expliquer mon propos. L'ancienne Allemagne fédérale, donc avec tous les Länder qui sont du côté ouest, qui ressemble beaucoup plus à la France dynamique, la France des métropoles telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans laquelle la tolérance sociale fonctionne mieux, parce que tout simplement le chômage y est aussi beaucoup plus faible qu'ailleurs. L'Allemagne de l'Est, qui est donc vers la tache en rose, j'ai appelé ça un petit peu le rectangle du vide. On a beaucoup parlé en France de la diagonale du vide, et l'Allemagne de l'Est forme un petit peu un rectangle. C'est un petit peu le rectangle du vide allemand, avec une grosse désindustrialisation, du désœuvrement, beaucoup de xénophobie, beaucoup de néonazisme, beaucoup de phénomènes de frustration, de jeunesse sans avenir, qui s'est concentré à cet endroit-là. Parce que l'Allemagne de l'Est, même depuis 25 ans, l'État a énormément investi en Allemagne de l'Est, mais elle a quand même beaucoup de mal à retrouver un niveau économique qui la ferait comparer à l'Allemagne de l'Ouest.